Bonjour à tous et à toutes. Merci une fois de plus de renouveler votre fidélité à Radio Liberté et à votre émission hebdomadaire de l'invité de la semaine. La Voix citoyenne déroule son tapis cette semaine au médecin de santé publique Dr Bertrand Meda. Il est médecin de santé publique, option épidémiologie. Dr Meda est attaché de recherche à l'Institut de recherche en sciences de la santé, plus précisément au département biomédical et santé publique. Dr Bertrand Meda, bonjour à vous. Bonjour. L'invité de la semaine est mise en onde par Tiona Sanogo, présentation Atiana Serjoulon. Alors pour commencer, vous êtes médecin de santé publique, attaché de recherche à l'Institut de recherche en sciences de la santé. Déjà pour commencer, qu'est-ce que la santé publique? Je pense que c'est une question qui n'est pas toujours très facile à répondre, mais si je devrais, pour que nos auditeurs nous comprennent, alors je pense qu'on devrait peut-être essayer de comparer un peu qu'est-ce qu'un médecin de santé publique avec qu'est-ce qu'un médecin clinicien que vous connaissez habituellement, chez qui vous allez quand vous avez mal à la tête. C'est-à-dire le clinicien, il faut juste comprendre par le praticien. Le praticien, celui qui soigne les malades. Oui. Mais parce que aussi, il y a le médecin de santé publique, en fait, nous définissons comme étant des médecins de la population. C'est-à-dire, on s'intéresse au groupe, pas à l'individu. Quand vous allez chez le médecin clinicien, ce qui l'intéresse, c'est vous, votre santé, en tant qu'individu. Il est concentré sur vous. Nous nous intéressons à la santé du groupe. Et la santé du groupe, contrairement à ce que certains croient, inclut les soins cliniques. C'est-à-dire que lorsque le médecin de santé publique réfléchit, il réfléchit en des mesures à ce qu'il faut mettre en œuvre pour que la population globalement reste en santé, et cela implique également donc des soins cliniques. Donc si vous voulez en quelques mots, nous sommes des médecins de groupe de la population. Nous sommes des médecins qui s'intéressent au groupe, alors que le clinicien, c'est un médecin qui s'intéresse à l'individu. Ça peut être pour qu'on puisse se comprendre. Il y a des développements qu'on peut faire, mais globalement, c'est ça. Et à l'intérieur, encore, il y a des options, parce que vous faites l'option épidémiologie, la santé publique. Oui, mais il y a des options comme il y a des options chez les cliniciens. Mais déjà que la médecine, le médecin de santé publique, c'est déjà une option aussi, c'est déjà une spécialisation. Oui, mais comme le médecin clinicien, c'est aussi une option. Il y a des médecins cliniciens, et parmi les médecins cliniciens, vous avez des ophtalmologues, vous avez des chirurgiens, vous avez des médecins internistes, vous avez des néphrologues, et vous avez des médecins généralistes. Donc du coup, de la même façon, parce qu'eux, ils s'intéressent à l'individu, les médecins de santé publique qui s'intéressent à la population de façon générale, à l'intérieur, il y a aussi des spécialités. Il y a ceux qui s'intéressent à l'épidémiologie, il y a ceux qui s'intéressent à la promotion de la santé, les bonnes pratiques pour pouvoir rester en bonne santé. Et il y a d'autres qui sont intéressés par le fonctionnement des services de santé, comment font l'organisation des soins. Bien sûr, on l'a fait ainsi pour permettre qu'on soit beaucoup plus efficace. Parce que ça fait tellement beaucoup de choses que si une seule personne doit se concentrer sur tout ça, vous allez un peu vous disperser. Donc, on est un peu, on nous a un peu différenciés pour que chacun prenne une branche, exactement comme les cliniciens le font. Et vous êtes dans le domaine de l'épidémiologie, oui. C'est-à-dire vous occupez spécifiquement des épidémies. Non, c'est pas ça. C'est que je veux dire, en fait, c'est pas comme ça qu'on définit. Qu'est-ce que l'épidémiologie alors? Non, parce que alors, vous savez, comment je vais dire, quand vous parlez, si on devrait aussi définir ça un peu simplement, ça veut dire que l'épidémiologie, quand on le définit, c'est on s'intéresse à voir comment sont distribuées les maladies, qui sont ceux qui sont touchés, où ces gens sont touchés. Ça dit que c'est une étude de la distribution des maladies au sein de la population. Qui sont ceux qui sont touchés, quelles sont les caractéristiques qui font que, quelles sont les caractéristiques des gens qui sont les plus affectés, ce qui permet de proposer des solutions. Donc, en fait, on va étudier un peu plus ça. Donc, ce n'est pas l'étude des épidémies. Non, c'est pas ça. On fait l'étude de toutes les maladies qui n'ont rien à voir avec des épidémies. Parce que quand on parle de maladies cardiovasculaires, quand on parle des cancers, ce n'est pas des épidémies. Donc, enfin, ce n'est pas des épidémies au terme où c'est une maladie infectieuse
qui touche des gens. Mais donc, c'est ça, c'est un peu ça. Et vous voyez aujourd'hui, je pense qu'on va en parler, quand on parle de coronavirus, on s'intéresse à voir qui sont ceux qui sont les plus concernés, qui sont ceux qui, lorsqu'ils vont avoir la maladie, sont les plus à risque de faire des formes graves, qui sont ceux qui sont les plus à risque de mourir, ainsi de suite. Et où sont localisés les malades, où sont localisés les contacts. Tout ça, c'est le rôle de l'épidémiologie. Si nous avons toutes ces informations, les mesures gouvernementales peuvent être adaptées à ça. Si aujourd'hui, on a la bonne information, par exemple, que ceux qui étaient les cas les plus, ceux qui vont, s'ils tombent malades, c'est eux qui peuvent mourir. Si on a une très bonne réponse, on peut dire seulement à ces gens, restez chez vous. On peut eux-mêmes les mettre dans un seul coin pour les isoler du reste de la population et on va continuer à travailler. Mais ça, c'est par exemple une information qui manque encore, qui n'est pas encore très claire et que donc on continue de rechercher. Donc, bon, alors, j'explique globalement, ce n'est jamais toujours très facile d'expliquer des termes techniques avec des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre et qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations. Donc, là, je fais des explications très simplistes, mais ça va parfois beaucoup plus au-delà de ça. Mais j'explique pour que vos auditeurs puissent nous comprendre. Alors, parlons de votre domaine, de votre activité de chercheur. On est avant le Covid-19. Déjà, comment ça se passait? Quels sont les types d'activités que vous meniez jusque-là? Alors, je pense qu'on en avait déjà, il y a déjà peut-être un an, on en avait un peu parlé. Bien plus que cela, docteur Médard. D'accord. Alors, je pense que globalement, mon champ d'intérêt, c'était surtout la santé de la mère et de l'enfant. Je travaille beaucoup sur la santé de la mère et de l'enfant. Mes publications portent globalement sur ça. Et notamment, je m'intéresse à voir, vous savez qu'il y a un certain nombre de politiques publiques de santé qui sont adoptées ces dernières années par nos gouvernements, que ce soit la question de la subvention, la question de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes. Donc, entre autres, mes travaux, c'était de voir, parce que l'effet, ce qui était recherché, c'est qu'on pense que le gouvernement pensait qu'en mettant cela en œuvre, ça va permettre de diminuer la mortalité maternelle et infantile, parce que ça va permettre aux populations de plus fréquenter les centres de santé et donc d'être prises en charge et puis de diminuer tout ça. Donc, entre autres, mes travaux, c'est de voir est-ce que vraiment ces mesures sont effectives sur le terrain et ensuite, deuxièmement, est-ce qu'on atteint les objectifs qui leur sont assignés. Ensuite, je travaille tantôt aussi sur la dengue. Et puis, bon, bien sûr, en tant qu'épidémiologiste, en général, quand il y a un sujet de recherche qui peut bien m'intéresser, mais surtout où on peut avoir un financement, malheureusement, c'est ça, la recherche coûte cher et il faut avoir un financement. Lorsque c'est financé... Ça oriente souvent vos domaines d'intervention. Oui, c'est ça. Et malheureusement, c'est pas nos États qui financent. Donc, nous, ça dépend. Ça dit que dès qu'il y a un bailleur qui veut bien financer, qui a ses propres objectifs éventuellement, qui a sa propre vision et qui met de l'argent, on est souvent obligé de nous contenter de ça et d'en profiter aussi pour répondre à des questions importantes pour nous, pour nos pays. Mais malheureusement, il faut que nos États comprennent que la recherche, s'ils veulent qu'on s'intéresse aux questions prioritaires de santé qui nous concernent, il faut qu'ils y mettent les moyens. Je vais prendre un exemple. Je pense qu'on a parlé tantôt vous avez vu, il y avait eu un peu un scandale ici lorsque l'ancien ministre était allé à l'Assemblée pour rencontrer le président de l'Assemblée avec une ONG. L'ancien ministre de la Santé, voilà, à propos d'un financement de partenaires américains. Voilà, qui voulait en même temps qu'on puisse mettre un peu l'accent sur la prise en charge des femmes qui font des avortements et puis un truc. Ça a fait un scandale. Parce qu'il y a eu la compréhension, c'était en quelque sorte une façon de contrôler ou d'inciter aux avortements. Aux avortements. Mais c'est ça, c'est ça qu'il faut voir. C'est ça, je veux dire, si vous ne mettez pas les moyens, celui qui trouve un sujet qui l'intéresse, il met les moyens, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il pose ses conditions. Il pose un peu plus ses conditions. Je pense que ça pouvait être discuté, parce que je ne pense pas qu'on n'avait pas besoin forcément de rejeter. On peut aussi discuter de voir qu'est-ce qu'on peut concéder, qu'est-ce qu'on ne peut pas concéder, quelle est la ligne rouge. Parce que quoi que vous dites, il se trouve malheureusement qu'on a des femmes qui avortent dans des conditions insalubres et qui en meurent.
Est-ce qu'on ferme les yeux? Ou est-ce que quand une femme vient dans ces conditions, est-ce qu'il faut l'aider, il faut la sauver? Donc, c'est des questions sur lesquelles, si nous n'investissons pas, si des gens veulent bien nous aider, il faut qu'on puisse élargir la réflexion. Bien sûr, en tenant compte de la susceptibilité des uns et des autres. Moi, je suis toujours sensible à respecter les points de vue des uns et des autres, mais bon. Alors, on va revenir sur un aspect avant de revenir à l'actualité par rapport à la mesure de gratuité des soins. Vous avez évoqué tantôt, ça, c'est un domaine de recherche que vous connaissez bien. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de cette mesure de gratuité des soins accordée aux femmes enceintes et aux bébés de 0 à 5 ans? Aux enfants de 0 à 5 ans. Parce que 5 ans, ce n'est plus un bébé là. Bon, on nous dit aux enfants de 0 à 5 ans. Voilà. Alors, je pense que c'est... Globalement. Ouais, globalement, oui. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette mesure-là? Alors, je pense que nous avons déjà 3 études que nous avons menées sur cette question. Sur l'impact de cette mesure? Sur les effets, plus ou moins. On n'est pas encore à l'impact parce que pour l'impact, ça prend beaucoup plus de temps. Parce que vous savez, on a beau parler de la mortalité, mais les gens ne meurent pas. C'est-à-dire, les décès, c'est un événement rare. Donc, il faut parfois attendre longtemps pour avoir assez de décès pour pouvoir tirer des conclusions. Donc, on n'en est pas encore là. Mais nous avons été voir sur le terrain, est-ce que les choses se font comme le gouvernement le veut. Au début, très tôt, 6 mois après que la politique a été mise en œuvre, nous avons été regardés. Et globalement, on pouvait dire que même s'il y avait des femmes qui continuaient à payer, c'était globalement satisfaisant parce qu'il y avait quand même un tiers des femmes qui continuaient à payer, mais elles payaient des sommes relativement basses par rapport à habituellement. Ensuite, nous avons refait une autre étude 2 ans après et on s'est rendu compte que plus de la moitié des femmes payaient maintenant. Et qu'en plus, elles payaient des sommes beaucoup plus importantes. Donc, ça veut dire qu'entre le début et maintenant, la situation s'est détériorée. Nous venons de faire une 3e évaluation en décembre 2019 et nous sommes encore en train d'exploiter les données pour voir est-ce que la tendance que nous avons observée dans la dégradation de cette politique de gratuité-là, est-ce qu'elle se maintient, cette dégradation, ou bien il y a eu de l'amélioration? Et je pense que peut-être qu'on aura l'occasion un autre jour d'aborder, de revenir sur cette question, ou de l'ensemble de la question de long en large. Mais docteur Meda, est-ce que vous avez pu avoir une explication entre la première étude et la deuxième pour expliquer un peu? De un tiers, on est presque cette situation qui s'est dégradée. On a plus de femmes qui payent justement les soins, alors que ça devrait être gratuit. Oui, bon, alors, est-ce qu'on a des hypothèses? Parce que vous savez que toute chose, les gens s'adaptent, hein? Ça veut dire que si vous mettez une politique en œuvre dès le début, parce que la première évaluation a été faite très tôt, 6 mois après, on peut dire que tout le monde n'a pas eu le temps de s'adapter. Même le personnel, même les hôpitaux n'ont pas eu le temps de s'adapter à la situation pour comprendre le nouveau mécanisme et s'adapter. On peut penser peut-être qu'il y a eu cette adaptation et que les gens ont trouvé, ils ont commencé à facturer d'autres choses qui ne devraient pas l'être. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, et je pense qu'on pense que ça peut être l'une des choses les plus importantes, c'est qu'au tout début, l'État donnait l'argent aux formations sanitaires pour qu'ils puissent faire la politique de gratuité. Mais la situation s'est détériorée et l'État ne donne plus l'argent à l'avance, il rembourse. Et qui dit rembourser, ça veut dire que les gens doivent fonctionner sur leurs fonds avant d'attendre le remboursement. Mais même pour le remboursement, l'État rembourse en retard. Donc, ça fait que les formations sanitaires peuvent estimer qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir préfinancer et puis avoir, par exemple, payer les médicaments, tout ça. Donc, du coup, on se trouve malheureusement avec des ruptures de médicaments et puis certaines choses qui manquent et puis on demande aux femmes de payer. Donc, ça peut être des choses qui peuvent s'expliquer. Et sans oublier que vous connaissez l'ambiance qu'il y a au sein de nos formations sanitaires aujourd'hui entre les différents acteurs sociaux et puis les ministères. Ce n'est pas des conditions de nature à favoriser l'application de ces politiques. Donc, du coup, il y a peut-être des choses qui manquent et les femmes sont obligées d'aller chercher dehors. Parce que s'il n'y en a pas dans la formation sanitaire, si on vous prescrit un médicament qui n'existe pas, il faut que vous allez la payer. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, Dr Bertrand Meda, il est notre invité. Il est chercheur à l'Institut de recherche en sciences de la santé, spécialiste en santé publique, option épidémiologie précisément. Alors, on va évoquer largement le Covid-19 avec ce bilan. C'est à la date de ce 3 avril 2020.
On a au moins 280, un peu moins de 300 cas confirmés au Burkina, 50 guérisons et 16 décès depuis le 9 mars dernier avec l'apparition des premiers cas. Déjà, sur ces chiffres, quelle est votre réaction, docteur Meda? Alors, écoutez, je ne suis pas surpris. C'est une évolution, j'allais dire, tout à fait normale pour nous. On s'attend à ça. Nous nous attendons à ce que les chiffres aillent de façon croissante. Ne vous en faites pas. On n'a pas encore atteint le pire. Le pire est encore devant nous. Et je pense que les chiffres que vous avez, c'est d'ailleurs les chiffres que de ceux qu'on a testé. On a diagnostiqué. On pense qu'on est largement au-delà de ces chiffres. Et que ce soit moi ou que ce soit au ministère de la Santé, tout le monde est conscient de la situation. Et dans tous les pays, c'est comme ça que ça a évolué. La question, maintenant, c'est de voir qu'est-ce qu'on va faire pour que cette évolution puisse être soutenable pour nous et pour qu'on ait le moins de morts possible. C'est ça la question. Vous avez évoqué justement des chiffres qui vont remonter. Le gouvernement évoque des pistes, un pic d'ici fin avril, fin mai, autour de 7000 cas avec une prévision de maîtrise de l'épidémie d'ici mai prochain. Quelle est votre lecture justement par rapport à ces projections? Alors, je pense de l'exécutif? Je pense d'abord qu'il faut corriger. 7000 cas graves. Ah oui, parce que ce n'est pas 7000 cas. 7000 cas graves. C'est même si le porte-parole du gouvernement a baissé le ton quand il a voulu 7000 cas graves. Il a voulu parler. C'est bien cela, 7000 cas graves. Ça dit qu'on estime, sur les estimations qu'ils ont données, ils estiment qu'au moment du pic, parce que vous savez c'est quoi? En fait, ce qu'on appelle le pic, c'est ça, et c'est l'évolution tout à fait normale d'une épidémie. Ça grimpe et ça arrive à un sommet, et après ça décroît. Donc, ce qu'il appelle le pic, c'est au moment où on va atteindre le sommet pour redescendre. Bien sûr, quand on atteint, si on est au pic, on est déjà content. Parce qu'on pense, puisqu'on redescend. On redescend. Voilà. Mais tant que vous n'êtes pas au pic, ça dit que vous continuez à monter. Donc, si on est au pic et qu'on arrive à tenir toujours la situation, c'est tant mieux. Ça dit qu'on commence à redescendre, on peut être chose. Mais en fait, ça, c'est une estimation que je n'ai pas bien regardé. Je ne sais pas sur quoi il se base. Ce que je peux dire, c'est que d'autres estimations sont en cours. On a même vu une étude menée par des chercheurs au nombre de 3. Oui, mais en dehors de... On évoque un peu des chiffres de 7 millions de personnes qui pourraient être infectées par le Covid-19. Oui, tout ça, c'est des estimations. Parce que vous savez, il y a plein d'éléments dont on a besoin pour faire des estimations beaucoup plus fiables. Parce qu'on a besoin, par exemple, de savoir, quand quelqu'un est infecté, combien de personnes cet individu infecté infecte à son tour. On n'a pas encore ce chiffre au Burkina. On ne l'a pas encore avec précision. Donc, on a besoin de tout ça pour pouvoir affiner ces genres d'estimations. Ceux qui ont fait ces estimations, parce qu'il y en a plusieurs, ils ont fait des hypothèses en disant si on estime qu'une personne infecte 2, 3 ou 4 personnes, ainsi de suite, à partir de ces... Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que vous pensez que c'est proche de la réalité ou c'est juste une façon d'attirer l'attention? Mais écoutez, ces projections avec ces chiffres-là? Non, déjà même avec 7000 cas graves, je pense que c'est un problème pour nous. Parce que vous connaissez, vous avez vu nos hôpitaux. Je ne pense pas qu'on ait une trentaine ou plus de 30 lits pour des réanimations. Et si on a 7000 cas graves, je ne pense pas que ça soit déjà... Donc, n'imaginons même pas qu'on aille au-delà. Mais ce que moi, je voulais dire, pour être sûr, c'est que nous aussi nous travaillons. Je ne pense pas que ça soit un secret que j'ai... Quand vous dites vous parlez de... Non, même en collaboration avec le ministère de la Santé, nous travaillons à avoir des estimations beaucoup plus fiables. Vous parlez des chercheurs? Des gens à qui le ministère de la Santé demande de l'aider à pouvoir avoir chaud. Parce que c'est un problème national, il faut savoir, il faut que puis les gens le comprennent. Personne d'entre nous ne se sent en dehors. Ce n'est pas une question de on aime ou on n'aime pas le gouvernement. C'est une question qui touche nos populations. Ceux qui vont mourir, ce sont les nôtres qui vont mourir. Donc ça veut dire que à partir du moment où on vous demande de donner un coup de main, tout le monde est bien sûr mobilisé pour pouvoir donner ce coup de main-là. Et je pense que du côté du ministère de la Santé, des estimations sont en cours et peut-être qu'on aura une idée beaucoup plus juste. Plus raisonnable, plus proche de la réalité. Peut-être plus proche de la réalité. Je ne dis pas que les 7000 sont trop ou sont une fausse. Peut-être que ce qu'on va trouver va être les mêmes. Mais n'empêche que aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas vu sur quelle base ils ont fait ces estimations.
Alors, docteur Meda, on va essayer d'être plus large. Vous êtes dans la recherche. Il y a eu le Covid-19 au Burkina Faso, c'est depuis le 9 mars. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait sur le Covid-19? Alors poser comme ça, c'est... Déjà l'origine, parce qu'on a eu tout un tas d'informations par rapport à l'origine. Oui. Est-ce qu'elle est animale? Est-ce qu'elle est humaine? D'où vient le virus? Quelle est sa durée de vie? On a toutes ces questions et selon les informations sont assez volatiles. Alors bon, si je dois dire, si on doit parler en français facile, comme on aime le dire, c'est le Covid-19. C'est le nom qu'on donne à la maladie. C'est le nom officiel donné par l'Organisation mondiale de la santé, Covid-19. Voilà, donc c'est une maladie qui est due à un virus qui appartient à la famille des coronavirus, disons-le comme ça. Et les coronavirus, c'est un grand groupe de virus qui existe chez les animaux depuis des années. On estime depuis les années 1930, on sait que ces virus-là existent chez les animaux. Et normalement, donc, c'est un virus animal qui n'infecte pas l'homme, normalement. Mais malheureusement, parfois, il arrive qu'il passe à l'homme. Et pour passer à l'homme, en général, il a besoin de ce qu'on appelle un hôte intermédiaire. Il faut qu'il passe sur un autre, comme j'allais dire, un autre animal ou autre pour pouvoir venir chez l'homme. Et on pense que pour le coronavirus 19 là, le virus qui est responsable de cette maladie, il est passé par comment vous l'appelez là? Le pangolin. Le pangolin et chinois. Mais je pense que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'on a eu une épidémie à coronavirus. C'est la 3e fois. On a déjà eu une épidémie en 2002-2003 avec un autre coronavirus. On a eu une épidémie, je pense, ça c'était en Chine. On a eu une épidémie, je pense, autour des années 2012 au Moyen-Orient avec un autre coronavirus. Donc là, c'est le 3e type. Ben, rien ne nous dit que on n'aura pas un 4e. On n'aura pas un 4e. Donc, je pense que c'est les théories du complot. Je n'en sais rien. Vous ne voulez pas vous avancer dans la théorie du complot? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas un virus fabriqué dans les laboratoires? Non, je ne pense pas. Ça ne surprend pas. Ce n'est pas un truc qui surprend. On sait qu'il y a un certain nombre de germes qui peuvent être des germes animaux, mais qui peuvent, par des transformations ou par des accidents, devenir des trucs qui infectent les hommes. Ça existe. Parce que nous mangeons aussi malheureusement un certain nombre d'animaux. Il y a des animaux exotiques ou par les changements de nos habitudes alimentaires. On commence à manger certains animaux et ça peut être chose. Il faut savoir qu'un virus en général, aussi le virus a la capacité souvent de beaucoup de se transformer. Donc, alors, ça a commencé en décembre 2019 en Chine. Ça a touché l'Europe. Et finalement, c'est en Afrique, dernier foyer en quelque sorte de cette propagation du Covid. Et au jour d'aujourd'hui, les estimations, du moins les chiffres, on est à peu près à 6 000 personnes infectées avec environ 190 morts en Afrique, contrairement à l'Europe, aux États-Unis d'Amérique, à l'Amérique ou au Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a une explication scientifique par rapport à ce taux aussi bas comparativement à la Chine, aux États-Unis d'Amérique, à des pays européens comme l'Espagne et l'Italie ou la France? Non, alors je pense qu'il y a des hypothèses qui ont au départ qui avaient... Parce que pour toute l'Afrique, on a autour de 6 000, dans tous les cas un peu moins de 10 000. Oui, mais n'empêche que l'Afrique aujourd'hui, c'est le dernier continent presque à avoir été touché. Touché. Donc on peut comprendre qu'on soit en retard encore et que ça va venir. Ça, c'est la... Donc, rien ne dit qu'aujourd'hui... Ce n'est pas fini en quelque sorte. Non, ce n'est pas fini. Attendons de voir. Voilà, nous commençons. Donc, sauf quand on va atteindre, peut-être, si on atteint la fin de l'épidémie et qu'on a encore... On voit qu'on n'a pas eu beaucoup de cas en Afrique et autres, on peut continuer à chercher des explications. Mais tant qu'on n'a pas fini, rien ne nous dit que le pire n'est pas devant. En attendant, ces données aussi sont là. Voilà. Oui, mais le truc, il faut savoir que en termes de choses, quand ça a touché l'Europe, ça nous a touchés. Parce que nos échanges, on a beau dire nos échanges avec la Chine, lorsque la Chine a eu l'épidémie, la Chine a quand même mis des mesures très contraignantes pour contrôler les déplacements même de ces populations à l'intérieur et à l'extérieur. Parce qu'entre la ville, entre Wuhan, qui était l'épicentre, et le reste de la Chine, c'était même contrôlé. Donc, même si on avait des échanges avec la Chine, on comprend qu'il n'y ait pas eu davantage de cas, il n'y ait pas eu de cas qui soient arrivés en Afrique. Mais dès que ça a atteint l'Europe, où nous avons beaucoup d'échanges avec la France, avec l'Espagne, peut-être l'Italie, dès que ça a atteint l'Europe,
ça a touché l'Afrique. Donc que l'Afrique ait été touchée en dernier ressort, ça peut s'expliquer par ça. La deuxième chose, n'oubliez pas que nous diagnostiquons moins. Je me dis, si on a des chiffres encore relativement bas, c'est peut-être parce qu'on ne diagnostique pas beaucoup. Et que peut-être qu'on n'a pas que 6 000 cas. On a peut-être 100 000, mais on n'en sait rien. Ça, c'est un. Et deuxièmement, n'oubliez pas que même les décès, on a beaucoup... Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une maladie qui tue peut-être beaucoup plus les personnes âgées. Et que peut-être nos personnes âgées, peut-être qu'ils meurent à la maison, on pense qu'il est mort parce que c'est vieux, il est vieux et que c'est normal et qu'on ne le déclare pas. Donc tout ça, donc, c'est une possibilité. La fiabilité, la sincérité des données que nous avons. Je ne parlerai pas de sincérité, je parlerai plutôt de fiabilité. De fiabilité. La sincérité, ça voudrait dire qu'on cache. Mais je pense que c'est plutôt, est-ce que nous avons... on n'a pas un système, vous savez que nous ici, il y en a qui naissent, qui meurent, sans jamais rentrer dans un document officiel. Donc, ce n'est pas comme en Europe. Donc, il y a tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte. L'autre chose que je pense qui est peut-être un avantage pour nous aussi, sur lequel on devrait jouer dans la lutte, c'est que les déplacements entre nos populations, les déplacements ne sont pas aussi faciles qu'en Europe. Parce que quoi qu'on dise, on dit, mais on a encore des zones du Burkina qui ne sont pas peut-être affectées aujourd'hui parce que personne n'a encore quitté Ouaga aller là-bas. Alors que vous savez qu'en Europe, avec des moyens de déplacement, des moyens de déplacement... Il y a une plus grande mobilité. Une très grande mobilité. Et il y a des gens qui habitent dans d'autres villes qui viennent travailler à Paris, par exemple, ainsi de suite. Et du coup, dès qu'il y a une épidémie, ça se propage aussi avec la même vitesse. Mais nous, parce que nous, on se déplace moins, nous, on a des difficultés pour se déplacer, ça peut être un avantage pour nous pour essayer de limiter la propagation donc, de la maladie. Donc, il y a un ensemble de choses sur lesquelles qui peuvent expliquer qu'on en soit encore à ce stade aujourd'hui. Maintenant, il y a les gens qui pensent que peut-être c'est lié au climat, tout ça, mais tout ça attend d'être confirmé ou avoir une explication scientifique. Voilà, mais disons que nous tous, nous allons dire que nous prions pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui, de par la nature ou autre chose, qui favorise le continent africain. Sinon, ça sera alors, très difficile. Docteur Meda, vous qui êtes chercheur, que répondez-vous à ces personnes qui estiment que c'est une maladie importée? Ça ne touche que les autorités parce que ce sont les autorités qui ont importé la maladie qui ont amené ça au Burkina. Non, je pense que ça, c'est Il y a des Burkinabés qui réagissent de cette façon. Écoutez, moi, je suis devant vous. Je suis rentré j'étais en Haïti. Je suis rentré précipitamment d'Haïti. Avant qu'on ne ferme les frontières. Et je suis arrivé ici le 16 mars. En passant, je suis passé par la France pour aller en Haïti dans le cadre d'une coopération sud-sud et je suis repassé par la France pour rentrer. J'aurais pu amener aussi la maladie. Nous connaissons tous des gens qui n'ont rien à voir avec les autorités et qui voyagent pour des raisons, des étudiants et autres. Donc, bon. On entend les commerçants, certains commerçants sur des stations de télé je pense qu'ils disent que cette maladie, ce sont des autorités. Ils ne connaissent aucun commerçant dans son entourage qui a amené la maladie et d'ouvrir les marchés. Non, je pense que je comprends. Ils sont frustrés, c'est normal. Je me dis, ça, c'est une réaction tout à fait normale liée aux conséquences de la maladie. Parce que les conséquences, malheureusement, frappent ces populations. Ça dit, ils sont tout à fait en droit de dire, je n'ai jamais, il y en a qui ont même dit, j'ai jamais eu un passeport, je ne sais même pas à quoi ressemble un avion. Il n'y a pas de proches qui souffrent de la maladie. Non, ou je n'ai jamais vu un avion, je ne connais pas où se trouve la Chine. Si ce n'est pas les gens qui voyageaient, je n'allais pas chaud, mais il ne faut pas oublier que les marchandises aussi voyagent et qui viennent, ce qui les fait chose. Donc, moi, je ne veux pas, je veux dire, il ne faut pas voir les choses de cette manière, mais il faut comprendre les réactions, et prendre les mesures pour les expliquer et amortir le choc. Parce que si effectivement on n'amortit pas le choc chez eux, c'est ces populations qui souffrent le plus, c'est normal, ils ne vont pas se laisser faire. Et je suis tout à fait humain. Si le gars, sa famille ne peut pas manger, vous pensez qu'il va penser d'abord à dire qu'il faut protéger des gens alors que lui-même, sa famille va mourir de faim. Donc je pense que c'est tout à fait logique. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, le chercheur Dr Bertrand Meda est notre invité. Il est attaché de recherche à l'Institut de recherche en sciences de la santé au département biomédical et épidémiologie. Docteur Meda, on va s'attaquer en fait à la riposte, à l'organisation de la gestion de cette épidémie. Il y a une coordination nationale qui a été mise en place. Il y a un comité au niveau du Premier ministère, au niveau de la primature, présidé par le Premier ministre
Christophe Dabiré. Déjà, sur la riposte politique, avant de venir sur les mesures concrètes, comment vous analysez un peu la réaction de l'exécutif burkinabé face à cette épidémie? Alors, je pense que moi, mon sentiment, je ne vais pas qu'on se comprenne bien, je ne vais pas rentrer dans les différents services qui ont été créés à gauche, les détails là pour Quoique c'est important. Oui, mais... Parce qu'on a entendu des critiques par rapport à la création de la coordination qui est dirigée par un pneumologue. On dit qu'on aurait pu donner ça à un médecin en santé publique. Ou à un infectiologue, les gens l'ont dit. Mais je veux dire, sûrement que si vous avez vu ça, ça dit que les gens ont avancé des arguments. Parce que on pense qu'ailleurs, quand vous voyez, c'est des infectiologues qui sont au devant de la chose ou des gens de santé publique parce que, c'est une maladie infectieuse. Deuxièmement, ça touche à la santé des populations. Je vous ai, dès qu'on a commencé, je dis que c'est le rôle des santé publicistes, c'est la santé du groupe. Donc, si c'est pas une histoire de soins cliniques, simplement, ça va au-delà de ça. Donc, peut-être que les personnes les mieux avisées pour ça, ce serait que ça soit un santé publiciste ou un infectiologue qui dirige. Donc, il faut avoir une vision aussi globale. Il y a une complémentarité aussi des domaines. Oui. Il y a un pneumologue qui est coordinateur national, on a un médecin de santé publique qui est l'adjoint, on a d'autres corps de métier de la médecine également qui sont impliqués, notamment les infectiologues. Comme oui, alors, mais je veux dire, je ne vais pas rentrer, je ne sais pas si c'est cette composition qui est peut-être qui est responsable du fait. Parce que si les gens le disent, c'est qu'ils ont des critiques par rapport au fonctionnement. Je ne connais pas, je ne suis pas dans les secrets du fonctionnement de la coordination. Donc, je ne peux pas dire, est-ce que c'est parce qu'on a mis un pneumologue que ça fonctionne moins bien ou que ça fonctionne mieux que si on avait mis un santé publique ou autre. Je pense que les gens ont posé le problème en termes de dire, vu le type de problème qui devait être la personne la mieux... Quelle est votre lecture sur cette question? Écoutez, alors là, vous êtes en train de vouloir me faire dire des choses que je n'ai pas envie de En tant que citoyen, vous avez votre opinion là-dessus. Et en plus, vous êtes chercheur, vous pouvez avoir votre regard plus avisé que le citoyen lambda. Non, alors je pense qu'il y a... Moi, peut-être que sur toute cette question... Là où au départ, là où j'ai beaucoup plus de problèmes, c'est qu'on a un système de santé qui existe, qui est assez bien organisé, avec différents échelons, où il y a même des gens de santé publique ou autres, et qu'on a un problème. Et sur ce problème, apparemment, c'est comme si au départ, la coordination était un peu en marge. Ça veut dire que c'est comme une organisation... C'est-à-dire on a créé une organisation parallèle à l'organisation du système de santé burkinabé. Or, la réponse ne va pas venir seulement. Cette coordination ne peut pas, elle seule, gérer la réponse. À un moment donné, peut-être que pour le moment, on a encore à quelques cas, donc ça va. Mais quand ça va... Le problème va s'élargir. Quand il va peut-être toucher toutes les localités du Burkina, la coordination ne peut pas. Il va falloir s'appuyer sur notre système de santé. Et je pense qu'on doit être en train de... Enfin, j'ai cru comprendre qu'ils travaillent maintenant à pouvoir impliquer tout le système de santé. Parce que si un infirmier reçoit un malade, il faut qu'il soit informé que ce malade peut être un cas et quelle est l'attitude à tenir. Mais si le système de santé n'est pas impliqué dedans, ça peut poser des problèmes. Alors, on va revenir à la question première par rapport à la réaction de l'exécutif, la gestion de l'exécutif. Alors, je pense que moi, mon sentiment personnel, c'est que je n'ai pas l'impression que même jusqu'à aujourd'hui, nos autorités aient pris la mesure. Et pourtant, on a vu un certain nombre de mesures, la quarantaine, le couvre-feu, des fermetures d'établissements, des fermetures de frontières terrestres. Oui. Ferroviaire et aérienne. Que pour certains que j'ai trouvé tardif personnellement, je l'ai dit. Mieux vaut tard que jamais. Oui, mais j'ai dit pour certains, j'ai trouvé que c'était tardivement. Quand j'ai dit pourquoi nos aéroports sont toujours ouverts, il y en a ouvert, les gens m'ont dit non, si on ferme, on ne va pas tenir. On a fini par les fermer. Parce que fermer les aéroports aux humains, au transit, aux passagers, ça ne veut pas dire fermer les aéroports aux fret. Parce que des frettes, quand ils arrivent, on peut les désinfecter. Les hommes, on ne va pas les désinfecter. Si vous êtes déjà infecté, vous allez dans la nature avec. Donc, je pense qu'il y a eu, pour ma part, qu'il y a eu une réaction tardive sur certains plans. Une prise de conscience
Une réaction tardive, ou du moins est-ce qu'on ne prend pas la mesure de la situation? Oui, je pense que peut-être que certains continuent à être optimistes, comme on dit, en pensant que la nature va nous protéger, qu'on exagère peut-être, qu'on panique peut-être que la situation va être moindre qu'en Europe. Alors qu'au sommet de l'État, ça a touché au moins un certain nombre de ministres. Oui, mais... On s'est dit que ça aurait pu sonner le réveil. Oui, même si ça a touché, je pense, parce que moi je ne fais qu'analyser ce que je vois. Parce que quand je vois, et là je le dis clairement, quand je vois le président du Faso proposer des réponses sans le mouvement social, je reste sans voix. Vous faites allusion à sa dernière sortie le 2 avril avec un certain nombre de mesures, entre autres la réduction de 50% du coût des kits solaires dans le cadre du projet Solar Home System. La suppression des loyers, la mise en place d'un fonds de relance économique des entreprises. Entre autres, parce que c'est toute une liste qu'il a égrenée le 2 avril 2020. Mais il y a un problème important. Lequel? On a quand même une fronde sociale. Il y a une bonne partie, un pan important de la société burkinabé qui n'est pas d'accord avec l'exécutif sur un certain nombre de questions. Je parle du mouvement syndical, je parle des grèves et autres qui ont... Le mouvement syndical a suspendu suspendre... Le bras de fer. Oui, non, ils ont suspendu. Est-ce qu'ils sont d'accord? Ils ont suspendu vu la situation. Mais je pense que l'autorité politique n'a pas la considération qu'il faut pour le mouvement social. Donc, parce qu'on devrait saisir la main tendue du monde syndical. Non seulement saisir la main tendue, mais dire que la situation est telle que aujourd'hui, on a besoin que tous les Burkinabés parlent d'une même voix contre l'épidémie. Prenez en France, regardez Macron, le président Macron. Il y avait sa réforme des retraites. Il était arc-bouté, il a dit, et lui, il est même plus ferme que les nôtres. Il avait dit, on fera la réforme. Ça n'empêche pas qu'en France, le président français issu toujours des critiques. Oui, ce n'est pas un problème, mais il issu des critiques sur la gestion de la crise, mais il ne suit plus des critiques sur l'ensemble de la gouvernance du pays. Ça dit que d'un coup, il a essayé de faire taire toutes les différences qu'il y a entre les Français pour qu'on se concentre sur le problème. Maintenant, même se concentrer sur le problème, c'est tout à fait normal. Même si le gouvernement arrivait à avoir une union sacrée chez nous, il n'empêche que des gens pourront toujours dire, pour ce qui concerne la lutte contre l'épidémie, vous n'aurez pas dû faire ça, vous n'aurez pas dû faire ça. Mais il faut toujours expliquer ce qu'on fait. Mais ça dit l'impression que moi j'ai, c'est qu'il y a un tel dédain ou une sorte de, de haine envers une certaine catégorie de Burkinabés qu'on appelle fonctionnaires et autres, qui fait que, je vous dis pour ça pourquoi. Allez-y, docteur Meda. Mais les agents de santé, c'est des humains. On sort, on dit oui, on vous félicite. Alors que les gens ont l'impression qu'ils font partie de ceux, il n'y a pas encore longtemps, le gouvernement les désignait comme presque l'ennemi public numéro 1 dans notre pays. On continue à couper des salaires des gens. Vous pensez que quand vous allez demander à ces gens, quand ils vont être sur le front, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont contaminés. Je ne vais pas donner des chiffres, mais j'ai des chiffres sur des contaminations des agents de santé. Effectivement, on a fait cas de contamination d'agents de santé. Oui, donc, mais quand vous pensez que quand ces gens vont, pour qu'ils puissent continuer à affronter la chose, il faut qu'ils sentent que ça vaut la peine de se sacrifier. Donc, en clair, pour vous, le président du Faso aurait pu créer des conditions d'une union sacrée, tout simplement. On en a besoin. Est-ce que vous comprenez ceux du monde syndical qui estiment qu'en quelque sorte, le Covid est en quelque sorte du pain béni pour le gouvernement? Mais je pense que c'est justement ce que le gouvernement même, à un moment donné, croit. C'est du pain béni. J'ai attendu des ministres dire à des gens que, bon, en tout cas, ça va venir les sauver. C'est parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui va venir après. Laissez-moi terminer, je vous dis une chose. Allez-y, docteur Meda. On a coupé les salaires, on a suspendu les salaires de combien d'enseignants? Une centaine. Selon le monde syndical, on est un peu moins, autour de 750, si je ne me trompe pas, dans un certain nombre de régions, essentiellement au niveau de l'éducation. Voilà. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, savez-vous quand est-ce les cours vont reprendre? Non. Personne ne peut dire aujourd'hui quand est-ce les cours vont reprendre. Les gens vont être assis chez eux et c'est leur droit. À partir du moment où c'est le gouvernement qui ferme les écoles, le gouvernement va continuer à payer les salaires. Si on rouvre les écoles en juin ou juillet, on est normalement dans les vacances scolaires. Et les enseignants ont tout à fait le droit de jouir de leurs vacances. Donc, il y a le court terme. Donc, le gouvernement va être obligé de négocier avec ces gens. Vous pouvez demander à des gens à qui vous avez suspendu leur salaire de sacrifier leurs congés, leurs vacances,
pour que vous rattrapiez une année. Donc, ce sont des problèmes latents qu'il faudrait régler après. Il faut anticiper. Et le gouvernement peut-être ne se rend pas compte, mais le gouvernement sortira de la gestion de cette crise fortement affaiblie. Alors, parlons du plan de riposte qui a été révisé, évalué autour de 177 milliards de francs CFA. Et sur ce montant, il y a 41 milliards de ce budget qui est prévu pour les dépenses urgentes. Le plan, selon le gouvernement, met l'accent sur la sécurisation et la protection du personnel soignant, le renforcement de la prise en charge des centres hospitaliers régionaux et des équipements d'intervention rapide. Globalement, quel est votre commentaire sur ce plan de riposte-là? Alors, vous savez, quand vous parlez des chiffres, je ne suis pas à l'aise parce que je ne suis pas économiste. Moi, ce que j'attends de voir... Vous connaissez le système de santé burkinabé. Est-ce qu'avec ce plan de réviser, vous pensez que ça va permettre de redorer un peu? Je ne sais pas combien ça coûte le matériel qui veut l'acquérir ou autre. Moi, je suis plus pragmatique. Ce que je veux voir, c'est voir sur le terrain des éléments, qu'il y a des mesures qui sont prises pour protéger le personnel soignant. Pour le moment, je ne les vois pas. Je connais bien plein d'agents de santé qui, aujourd'hui, quand vous allez-y dans un centre de santé, dans un CSP, parfois, ils vont vous envoyer aller payer les gants, aller payer un certain nombre de matériels pour qu'ils puissent vous examiner parce qu'ils n'ont pas le minimum pour le faire. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans des histoires de chiffres où je ne maîtrise rien. Je ne sais pas combien il aurait fallu pour qu'on puisse répondre. Je suppose que si le gouvernement le dit, c'est qu'ils ont bien estimé. On attend maintenant sur le terrain qu'il y ait des mesures effectives qui soient prises pour protéger nos personnels soignants. Parce que je vais vous dire une chose. Si les personnels soignants commencent à s'infecter massivement, ils vont fuir les centres de santé. Ils vont le fuir. Apparemment, la question des agents de santé, ce n'est pas une exception burkinabé. On a des agents de santé qui s'infectent en France, en Espagne, en Italie. Qui savent que non seulement s'ils s'infectent, on va quand même les prendre en charge. On va faire le maximum pour les sauver, même si certains vont en mourir. Qui savent que derrière, on les respecte, on leur donne de la considération et on est prêt à se sacrifier. Mais quand vous n'avez pas tout ça, et que vous ne savez pas si demain ça vous arrive, que va devenir votre famille, ou que vous allez ramener le virus à la maison pour contaminer votre famille, et que vous n'êtes pas sûr de qu'est-ce que l'État va faire demain pour ça, il faut faire attention. On a vu avec Ebola dans d'autres pays. En République démocratique du Congo, nous ne sommes pas plus courageux, c'est ce qu'il faut savoir, nous ne sommes pas plus courageux que les autres pays. Quand ça va se présenter, si on n'a pas fait un travail avec le personnel de santé, si on ne leur a pas montré qu'on fait tout pour les protéger, qu'ils sont importants, qu'on prend en compte leurs peurs par rapport à ce qui peut arriver à leur famille et puis tout ça, s'il n'y a pas une vraie réflexion dedans, nous allons avoir de gros problèmes. Et si nos agents fuient, ce n'est pas le Covid-19 qui va tuer beaucoup de gens, c'est le paludisme, c'est les femmes qui vont accoucher à la maison et on va avoir beaucoup plus de morts que ce que peut-être le Covid va faire. Alors, un mot sur ces propos du secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, Pissiamba Ouedraogo. C'était le 31 mars, à l'occasion d'une conférence de presse de la coalition des syndicats, justement, qui estime, Pissiamba Ouedraogo, qui estime que le gouvernement a pris des mesures incohérentes et disproportionnées pour freiner les contaminations. Je le cite. On est en train de torturer les gens pour rien. La rupture de la chaîne de contamination est mal abordée. C'est cela que les populations perçoivent et disent que ce n'est pas les empêcher de vendre leurs tomates ou d'aller au marché. Il évoque entre autres le dénuement dans les centres de santé, l'équipement, la question du personnel. Et mettre des villes en quarantaine ou fermer des marchés n'est pas de nature à soigner le mal, mais à créer d'autres maux. Quel est votre commentaire sur ces propos, cette sortie du premier responsable du syndicat de la santé humaine et animale? Alors, il faut comprendre que c'est clair qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises dans le cadre de diminuer ou de réduire la transmission. Mais il est clair que ces mesures, il faut les prendre en tenant compte de malheureusement notre situation. Parce que quand vous avez une population majoritairement qui se débrouille, il y en a, le matin, ils vont à Rodwoko, ils vont, et c'est sur place là-bas qu'ils doivent vendre et payer à manger. Si vous lui dites de rester à la maison, vous fermez les marchés, il ne peut pas. Donc, et je pense que aujourd'hui, pour le dire, on est en train de, comme je l'ai dit, il faut des données parfois pour faire des propositions. Nous ferons des propositions. Je pense que le ministère a demandé que les gens puissent les aider pour un certain nombre de propositions. Maintenant, c'est à l'autorité politique de faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire, l'autorité politique, si elle pense qu'elle préfère faire prendre telle et telle chose, il faut le voir. Mais effectivement, tant que vous ne... Parce que les centres de santé peuvent être un moyen de transmission de la maladie. Si vous ne donnez pas les moyens aux agents de santé de se protéger, ils vont ramener le virus à la maison.
peut-être que si on a assez de données et qu'on réfléchit bien, on peut penser à faire une sorte que la quarantaine ou le confinement là ne soit pas de façon globale comme ça. Si vous trouvez qu'il y a certaines villes, que dans certaines villes, ce que j'ai lu un peu sur Internet, sur Facebook, qu'il y a des zones où, par exemple, les cas sont localisés dans certaines zones, si on a des bons trucs, on peut peut-être commencer... En dehors de Ouagadougou, effectivement, les autres villes, c'est essentiellement, on dit, c'est des travailleurs dans les sociétés minières. Ça dit qu'une idée, je n'en sais rien, pourrait être, par exemple, que si on arrive à s'assurer effectivement qu'il n'y en a pas en dehors de ces zones, ce serait de confiner un peu ces zones ou à un moment donné peut-être... Au lieu d'appliquer des mesures générales sur l'ensemble du territoire qui paralysent le pays. Oui, c'est pas seulement le fait de paralyser, mais c'est que, par exemple, si vous devez confiner tout un quartier de Ouaga, c'est pas la même chose que si vous confinez tout Ouaga. Parce que ça peut vous permettre, vous pouvez avoir les moyens de prendre en charge plus un quartier que si vous décidez d'arrêter tout Ouaga. Donc, il faut qu'on ait une... Après encore, est-ce que ce n'est pas une question de pragmatisme? Comment on boucle tout un quartier? Comment on confine? Parce que ça demande encore des moyens, il faut déployer. Quel est le pays? Non, ça dépend. Ça dit qu'on peut... C'est pourquoi il faut associer tout le monde. Non seulement il faut associer, il faut arriver à apaiser le climat social. Pour que tout le monde comprenne que j'aime ou j'aime pas Roch, j'aime ou j'aime pas tel ministre. C'est pas ça d'abord le problème. On a un problème plus important qui est qu'il y a la survie de nos populations. On règle ça, après on verra. Mais il faut d'abord que le gouvernement lui-même se place dans cette optique. Ne se place pas dans une optique de dire je vais voir comment je peux utiliser le Covid pour régler des comptes ou bien comment je peux monter une partie de la population contre une autre partie en disant que oui, voilà, on est en pleine épidémie, mais il y en a qui ne sont pas conscients, qui veulent encore faire des grèves, qui font chose. Non, il faut que le premier à faire, qui devrait faire le pas, ça doit être le gouvernement. Maintenant, il est clair qu'il y a des méthodes qui ont été appliquées ailleurs. Ces méthodes, il faut pouvoir les adapter à notre contexte, à nos réalités. Je pense qu'il y a encore des tâtonnements. Je ne suis pas... Ça dit, ce que je veux dire simplement, je ne suis même pas sûr que le gouvernement même sache quoi faire d'abord. Donc, je pense qu'il peut y avoir des choses, il faut l'aider. Et puis après, si maintenant, ils ne montrent pas qu'ils sont capables ou qu'ils ne veulent pas faire ce qu'on chose, on verra aussi. Il y a toute une liste de propositions pour soigner cette maladie avec cette course engagée, cette course contre la montre qui est engagée justement. On évoque la chloroquine avec des visites du ministre en charge de la recherche scientifique pour la production justement de la chloroquine qui a été actée au Burkina malgré les débats. Il y a aussi ces débats par rapport à l'apivirine, un produit du docteur Valentin Agon du Bénin. Vous, particulièrement, docteur Bertrand Meda, vous avez fait une publication sur votre page Facebook où, en quelque sorte, vous doutez, vous rejetez cette piste évoquant des entorses à la recherche scientifique et des enjeux financiers derrière ce produit. Brièvement, qu'est-ce qui pose problème dans la démarche préconisée sur l'usage de l'apivirine? Non, alors, d'abord, il faut être clair simplement. Il faut le dire simplement. Alors, j'ai dit, ce qui se passe, c'est que l'apivirine, contrairement à la chloroquine, pour laquelle on a l'hydroxychloroquine, on a des études qui donnent quelques résultats, même si on estime que ces résultats ne sont pas encore suffisamment fiables pour dire, ça donne quand même une première idée. On n'a même pas ça avec l'apivirine. On n'a aucune étude avec l'apivirine sur le Covid-19. On a entendu des autorités parler d'essais cliniques. Non, son promoteur a quitté le Bénin, est venu rencontrer nos autorités universitaires et autres par ses propres relations. Après, ils sont sortis nous dire que ce médicament a été donné à certains malades et que ça les a guéris. Or, il se trouve que le Covid-19, même sans traitement, il y a 80% des gens qui vont guérir sans même avoir besoin d'un traitement quelconque. Spécifique. Et il va y avoir 1/6 des malades qui vont avoir besoin, qui vont faire des formes un peu plus graves, qui ont besoin d'un traitement. Et on a un taux de létalité, c'est-à-dire parmi les malades, ceux qui meurent là, on a un taux qui n'est pas 4%. 4%, mais ça même, c'est parce qu'on sous-estime le nombre de malades, parce que ceux qui ne présentent pas les signes, ceux qui ne sont pas gravement malades ne sont pas comptés dedans. Donc, ça dit que vous ne pouvez pas. Peut-être vous avez donc, la démarche scientifique en quelque sorte pose problème. Non, vous avez donné l'apivirine à 1 ou 2 personnes qu'ils ont guéri, après ils sont guéris, vous dites que c'est l'apivirine. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne faisait pas partie des 80% autres qui auraient dû faire ça? Donc, ça, ce n'est pas la démarche scientifique. Ça, c'est la première chose. Le ministre après a dit... Le ministre en charge de la recherche, Al-Kassoum Maïga. Oui, a dit qu'on va faire un essai clinique pour vérifier effectivement si ce qu'on a observé est vrai. Ce qui est tout à fait normal et une bonne démarche. Même si, moi, j'ai des doutes que derrière, un comité d'éthique accepte, parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes sur l'apivirine
qui est différent de la chloroquine. On connaît très bien la chloroquine, l'apivirine, on ne sait même pas s'il n'est pas truc parce que ce n'est pas un médicament habituel connu. Mais quand le ministre a dit ça, le lendemain, on voit que la presse titre au Bénin, un peu en Côte d'Ivoire, que l'apivirine a été testée contre le Covid-19 et qu'il est efficace au Burkina. Alors qu'on n'a même pas commencé l'essai. Et moi, j'ai écouté un audio WhatsApp de Dr Valentin qui raconte... Dr Valentin Agon, qui raconte... Qui est le promoteur de ce produit-là. Voilà, qui raconte un certain nombre de choses qui m'ont un peu indigné parce que je pense qu'il a quitté le cadre de la démarche scientifique pour faire du marketing. Et après, je constate, parce que des gens m'ont appelé pour dire, on vend l'apivirine, est-ce que vous me conseillez de les payer? Parce que j'ai des amis qui m'ont appelé pour me dire ça. Et là, je tombe des nues, on m'envoie des photos et je vois que le produit qui coûtait 2500 est passé à 12 500 et avec un protocole, un truc où on dit voici ce qu'il faut prendre. Je dis non, pour moi, c'est de l'escroquerie. Est-ce que ce n'est pas des petits malins parallèles qui ont essayé de faire ce marché-là que forcément le promoteur? Oui, mais dans ce cas, on attend du promoteur qu'il fasse une communication claire. Non seulement du promoteur, mais on attend du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qu'il les deux fassent une communication claire pour dire aux gens. Parce que vous savez qu'ils ont parlé devant la population. Exactement pour la chloroquine, parce qu'au début, on a vu des déclarations justement pour dire aux gens de faire attention. Voilà. Donc, ils sont dit clairement, pour le moment, l'apivirine, on veut faire un essai clinique pour voir si l'apivirine est efficace dans le cas du traitement pour le Covid. Et nous, on ne recommande pas pour l'instant que ce médicament soit utilisé pour traiter le Covid-19. Et que si ce qui se passe comme les ventes que vous voyez, nous n'avons absolument rien à voir. On n'a jamais... Ça n'a pas été fait. Non, on n'a pas encore vu ce communiqué. Donc pour vous, c'est une procédure totalement accélérée à des fins financières. Je ne sais pas, mais je trouve que pour moi, c'est scandaleux. Et c'est surtout scandaleux le silence des autorités. Parce que notre rôle, le rôle des autorités, c'est de protéger les populations. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus courageux que l'autre. Si vous tombez malade, si on vient vous donner quelque chose, on vous dit que ça va vous guérir, vous allez tenter votre chance. Et c'est le rôle de la société, c'est le rôle du pouvoir public de nous protéger parfois nous-mêmes, contre nous-mêmes. Parce que quand on devient malade, on n'est plus tout à fait raisonnable. Donc si le pouvoir public ne prenne pas les pouvoirs publics ne prennent pas les responsabilités pour communiquer sur cette question et mettre fin à ça, je trouve que c'est inacceptable. C'est pourquoi j'ai écrit sur ma page Facebook pour dénoncer cette situation. Une dernière question, justement, globalement, c'est vrai qu'on n'est pas encore à la fin de cette épidémie, mais pour vous, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de la situation actuelle, de cette pandémie qui sévit à travers le monde, qui est considérée comme une pandémie planétaire selon l'Organisation mondiale de la santé? Mais écoutez, vous avez vu, c'est-à-dire, au moins on a le système capitaliste, comme on le dit. Vous l'avez vu, il est à terre. Ça dit qu'on avait dit que c'est le capitalisme triomphant, ça dit que c'est, comment vous appelez ça, c'est le commerce, ça dit c'est des multinationales, c'est quoi, on peut pas, on dit que non, quand on disait, même quand on parlait pour l'environnement, on dit de prendre des mesures contre l'environnement, les gens disent non, c'est pas du tout possible. On ne peut pas arrêter le commerce pour protéger l'environnement. On n'a pas arrêté. Aujourd'hui, il y a combien d'avions qui volent? Ça dit que ça nous a montré qu'il y a des choses sur lesquelles... Le monde libéral tel qu'on... On le disait tout puissant. Aujourd'hui, les États-Unis vont faire partie... Les États-Unis, c'est le premier pays aujourd'hui maintenant. Ça dit que c'est l'exemple par excellence du capitalisme triomphant. Quand les gens veulent parler, quand ils veulent vous donner un exemple, ils vous disent regardez les États-Unis. Le système américain. Regardons les États-Unis. Vous avez vu ce qu'ils donnent en termes de mort, ce qu'ils vont avoir comme mortalité en termes de choses, parce qu'ils ont une population, ils ont des millions de gens qui n'ont pas accès au système de santé. Des millions de gens qui sont complètement désemparés et ils risquent d'avoir l'un des taux de nombre de morts les plus importants dans le monde. Donc ça veut dire que nous, ça fait des choses, mais si on revient chez nous ici, je pense que ça a donné une leçon. Moi, il y a plein de gens qui m'appellent, vraiment, c'est maintenant qu'on comprend les agents de santé quand ils allaient en grève. Quand ils parlaient de notre système de santé, il y en a des ministres, il y en a qui sont sortis, disent que s'ils avaient 70 milliards, ils les donneraient. Ils sauraient quoi en faire, ils ne vont pas les donner au système de santé. On vient de leur faire la démonstration que tout ce que les gens disaient, c'est la vérité. Et maintenant, vous voyez, eux-mêmes, ils courent, ils disent oui, on va y mettre les moyens. Mais il fallait mettre les moyens avant. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'invité de la semaine s'achève. Dr Bertrand Meda était notre invité. Il est médecin de santé publique option épidémiologie, attaché de recherche à l'Institut de recherche en sciences de la santé au département biomédical et santé publique. Dr Bertrand Meda, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, mais j'aimerais quand même dire un mot parce que je pense qu'il est important que les gens se protègent. Parce que les gens aujourd'hui, nous continuons à apprendre beaucoup
sur l'épidémie. Il y a ce qu'on pensait être une certitude hier, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Donc il n'y a personne qui est protégé. Que vous soyez jeune, que vous ayez des enfants, protégez-les. Jusqu'à présent, les gens pensaient qu'on dit que c'est les personnes âgées qui meurent. On voit des jeunes qui meurent. On disait que les enfants n'étaient pas touchés. Et on a perdu un bébé de 6 mois. Donc on continue à apprendre et moi j'insiste. Donc il faut se protéger. Il faut se protéger, il faut protéger les vôtres. Il ne faut pas sous-estimer la maladie. Il faut protéger les vôtres, il faut vous protéger, il faut respecter les mesures barrières. Le message est bien reçu, Dr Bertrand Méda. Merci d'avoir accepté notre invitation et de la disponibilité. L'invité de la semaine a été mise en onde par Tiona Sanogo. Devant ce micro, Atiana Serjoulon. Rendez-vous très prochainement sur la 92.8 FM pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine avec un nouvel invité. En attendant, bonne suite de programme sur La Voix citoyenne.